Il est très exactement 13h10 dans les studios de Soleil FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le souci de refléter l'organisation des élections prochaines en Afrique de l'Ouest et plus précisément sur l'axe Bénin, Niger, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, le débat géopolitique de l'émission Regard sur le monde vous propose aujourd'hui un focus sur les nouvelles dynamiques politiques et le jeu des puissances étrangères en action dans la sous-région ouest-africaine. Le décryptage et les analyses de nos consultants nous permettront également de mieux comprendre les problématiques telles que la criminalité transnationale, le terrorisme et les réformes politiques et constitutionnelles qui minent le contexte dans lequel s'annoncent ces processus électoraux. Nous porterons un regard rétrospectif sur le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Sochi, en Russie. Le docteur Antoine Chakran a répondu à notre invitation pour décrypter toute cette actualité. Il est géopolitologue et directeur général du cabinet régional d'analyse politique et des études géopolitiques CRAPEJ. Docteur Chakran Antoine, bonjour. Bonjour. Lamine Sissé est également sur le plateau. Il est écrivain, expert en communication politique et spécialiste des questions d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Lamine Sissé, bonjour. Bonjour. Vous avez le sourire ce matin. Oui, parce que j'ai été retrouvé. Ah oui, c'est un jour sucre pour tout le monde. Fernand Zonano à l'animation, la mise en onde est assurée par René Tatou. L'émission se fera également avec les auditeurs à 10 minutes de la fin. Je veux dire à partir de 10 minutes de la fin. Vous aurez la possibilité de poser vos questions et de commenter l'actualité internationale en direct. Les numéros à appeler sont le 64 44 02 44 et le 66 75 72 72. Mesdames, Messieurs, ne partez pas. Le débat géopolitique avec Fernand Azonano et Lamine Sissé. À nouveau, bonjour. Bonjour. Le premier sommet Russie-Afrique s'est achevé jeudi dernier à Sochi. L'intégralité des 54 pays d'Afrique était présente dans 44 d'entre eux par leurs chefs d'État et de gouvernement. Ce fut un succès sans précédent et le président Vladimir Poutine s'est félicité personnellement que le sommet de Sochi ait ouvert une nouvelle page des relations entre la Russie et l'Afrique. Docteur Chakran Antoine, vous qui êtes géopolitologue et spécialiste de la Russie et de tout le Moyen-Orient, comment expliquez-vous ce coup d'essai qui s'est finalement soldé par un véritable coup de maître à Sochi? Merci, cher ami Fernand. Il faut d'abord rappeler que le succès de ce sommet peut se résumer sur 3 axes fondamentaux. Le premier, c'est que nous sommes à l'ère de la globalisation. Et qui dit globalisation, dit bien évidemment un marché commun, une dynamique internationale commune. Donc la gouvernance mondiale est à l'heure du jour. Et par conséquent, donc, le président Poutine a compris l'enjeu que l'Afrique reste bien évidemment justement une nouvelle, un nouvel espace qui permettrait à la Russie de renforcer bien évidemment sa présence sur la scène internationale. Nous reviendrons à vous pour aller dans les détails. Lamine Sissé, c'est désormais une réalité qui fait trembler les autres puissances du monde, comme les États-Unis, la France, le Japon et l'Inde. Avec le succès franc et retentissant de ce sommet de Sochi, Moscou a marqué son retour en grand sur le continent. On est tenu désormais de compter avec la Russie pour le développement de l'Afrique. Quelle est votre analyse de ce comeback du géant moscovite? Très bien, parce que les termes sont importants. Tu as dit le retour. Donc la Russie était là. Mais elle était là en tant que quoi? En tant que puissance, l'URSS. L'Union soviétique était là en tant que quoi? En tant que point focal qui aide l'Afrique à se libérer. À se libérer politiquement et économiquement. C'était son rôle fondamental avant la désintégration de l'Union soviétique. Et alors ce comeback-là, je crois que le succès ne doit pas surprendre. Parce que la Russie n'est pas un pays colonisateur. La Russie n'est pas un pays dominateur de l'Afrique. La Russie a toujours joué le rôle de libération. Pendant la guerre froide, vous savez, bloc Est-Ouest, la Russie, c'est ce qui a marqué, n'est-ce pas, fondamentalement, il n'a pas été un pays capitaliste. C'est pourquoi d'abord la désintégration s'est faite très rapidement. Puisque maintenant, ils viennent avec la géopolitique mondiale aujourd'hui, c'est
comme il l'a dit, Dr Chakran, c'est la globalisation. Ah oui, Lamine Je crois Cissé, je voudrais rester avec vous. Et vous avez d'ailleurs amorcé un peu vous avez empiété déjà sur cette question que j'allais vous poser. Et vous qui êtes un panafricain bon teint, le passé anticolonial de l'Afrique n'était pas du tout, n'était pas occulté à Sochi. Et tout au long du sommet, Vladimir Poutine a insisté sur ce qui unit, selon lui, Moscou et le continent. Oui, mais Et c'était pour lui un souci de défendre aujourd'hui le principe de souveraineté, un passé de lutte anticoloniale, lorsque l'URSS soutenait les pays en lutte pour leur indépendance. Oui, il l'a rappelé, parce qu'en fait, en allant en Russie, on va en Russie pas devant un maître. On va devant celui avec on doit traiter égal à égal. C'est différent des rapports entre l'Afrique et la France. Quand on parle France-Afrique, oui, c'est une relation. C'est des négriers. On parle à un négrier et à un colonisateur. Et jusqu'à présent, à des prédateurs, jusqu'à présent, qui sont en train de... Mais vos mots sont forts là. Non, mais non, il faut appeler le chat par le chat. Il n'y a pas de matière à la diplomatie ici, là. Que ces puissances-là enlèvent leur main dans nos ressources, ça appartient au peuple africain et pour les Africains. Ils ont été négriers avec la complicité des Africains. Non, je ne refuse pas. Oui. Nous avons des néocolonialistes jusqu'à présent. Frantz Fanon a dit l'homme noir au masque blanc. Ceux qui sont devant nos têtes et qui grugent le peuple africain pour l'intérêt des autres, ça n'a pas manqué. C'est le système. Le système est là, c'est le système qu'il faut démanteler. Et la Russie s'est toujours mis en champion de démantèlement de ce système-là. La Chine est là aussi à emboîter le pas. Mais ce que je voudrais tout simplement dire est que cette relation Chine est une Russie et Afrique. Russie-Afrique a été mûrement organisée par Poutine, mûrement réfléchie. Et je pense que cette Russie-là ne vient pas... Il a rappelé, il a épongé 20 milliards de dollars de dettes africaines. Et il a beaucoup apporté à l'Afrique. Et maintenant, il va apporter sur le plan énergétique, dans tous les domaines. On va aller dans les détails sur ça. Dr Chakran, Vladimir Poutine a rappelé ce passé anticolonial de l'Afrique. Plusieurs dirigeants africains lui ont emboîté le pas pour relayer le même discours. Celui qui a le plus retenu l'attention est le président Denis Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, qui a déclaré que les peuples africains ne remercieront jamais assez le peuple russe pour l'appui déterminant qu'il a apporté au mouvement de libération de leur continent et à sa décolonisation complète. Au moment où s'ouvre cette nouvelle page, disait donc le président Sassou Nguesso, au moment où s'ouvre cette nouvelle page entre la Russie et l'Afrique, une espérance très forte s'empare du milliard 300 millions d'Africains qui accueillent ce nouvel élan de coopération avec optimisme et ferveur. C'est tellement optimiste. Comment comprenez-vous cette nouvelle ferveur africaine pour la Russie, alors qu'il y a d'autres sommets comme Japon-Afrique, encore appelé la TICAD, le sommet Chine-Afrique, Inde-Afrique, et j'en passe. Pourquoi cette spécificité, pourquoi cette ferveur de tous les pays africains derrière la Russie? Vous savez, quand on fait une analyse géopolitique, il y a ce qu'on appelle les approches déterminantes. Et tout à l'heure, quand j'expliquais donc le paramètre de ce succès, j'ai dit qu'il y a trois enjeux fondamentaux. J'ai dit, bien évidemment, il y a la globalisation, qui est un facteur déterminant. Il y a le rappel donc, de ce passé glorieux entre l'Union soviétique et bien évidemment les pays africains. Et c'est là justement que le président congolais Denis Sassou Nguesso a rappelé bien évidemment que la Russie était aux côtés des peuples africains, donc dans leur lutte contre l'oppresseur, contre le colonisateur. Donc oui, à ce niveau-là, bien évidemment, la Russie a accompagné, donc l'Union soviétique avait accompagné les peuples africains à cette libération-là, à cette lutte-là qui a porté ses fruits en 60 ans. Mais il y a maintenant un troisième paramètre qu'il ne faut pas oublier et qui est fondamental, c'est d'abord même la personne du président russe, Vladimir Poutine. Un nouvel acteur, opère, un homme qui s'est placé, comme l'a dit mon frère Lamine Cissé, ses pignons. Le sommet Russie-Afrique a été, bien évidemment, je dirais, réfléchi, mûri, parce que justement, les Russes pour venir sur un terrain, essaient d'abord de le décortiquer. Décortiquer à fond le terrain, mesurer les enjeux, en termes de politique perspective. Et le cas, j'ai bien travaillé en commun accord avec certains leaders africains sur ce sommet-là. Et n'oubliez pas encore qu'aujourd'hui, la Russie qui fait, je dirais, ses prouesses en Iran, en Syrie, et révèle encore une nouvelle face même de Moscou, de Poutine. Donc, il y a là donc, les trois facteurs essentiels, la globalisation, bien évidemment, un passé glorieux commun qui a uni ces pays-là, et bien évidemment, la personne même de Vladimir Poutine comme
le faiseur aujourd'hui de la loi internationale, un des acteurs, un des architectes même de la nouvelle configuration globale. Merci bien. On va aller plus loin. Ce que vous dites est tellement intéressant que dans la suite de l'émission, nous allons voir effectivement comment la Russie se positionne aujourd'hui comme le gendarme du monde. Mais l'ami Cissé, on a assisté à une véritable guerre de positionnement des États africains à Sochi aussi, avec toute une diversité de doléances des dirigeants du continent. Pendant que l'Ivoirien Alassane Ouattara réclamait la transformation des matières premières, l'industrialisation des pays du continent et vantait la croissance record de 8 à 9% annuel de son pays, on a vu le Centrafricain qui plaidait pour une augmentation de l'aide militaire, le Mozambicain qui faisait des pieds et des mains pour des investissements russes dans les hydrocarbures. Bref, Sochi était comparable à une foire de quincaillerie. Pourquoi est-ce que les pays africains ne pouvaient pas se réunir dans de grands ensembles régionaux, de grandes enceintes, de grandes communautés régionales comme la CEDEAO, la CAC, la SADC et aller défendre des priorités régionales, la MICC? Non, vous savez, c'est ça effectivement tout le mal. Ils sont allés là-bas en tant que chef d'État. Ensuite, vous savez, les ensembles régionaux, c'est la conférence des chefs d'État qui décide. La commission de la CEDEAO ne peut pas aller représenter les chefs d'État à un tel sommet où le chef d'État invite pour le sort des pays, le sort de l'Afrique. C'est pas possible. Donc, chaque entité a une spécificité et chaque pays a une spécificité. Alors, je pense que c'est pas en matière de doléances que cela se pose, mais c'est en matière d'orientation que la Russie a voulu donner à ce sommet. Parce que la Russie, n'oublie pas, avec les diplomates africains, ils ont travaillé là-dessus. La Russie, le discours de Poutine, quand il a été, la communication qu'il a fait à la presse, ça a été vulgarisé partout dans le monde. Il a pris des décisions. Il a pris une décision dans le centre de la coopération bilatérale, gagnant-gagnant avec l'Afrique. Et maintenant, je crois qu'à ce forum international, chaque pays peut dire voilà mes atouts. Voilà ce que moi j'attends. Si la Côte d'Ivoire parle au nom de la Côte d'Ivoire, je crois qu'il a globalisé également. Parce que quand la Côte d'Ivoire ne peut pas se soustraire de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas possible. Alors, il ne faut pas oublier aussi que ce même Poutine est un combattant contre la libération même monétaire de l'Afrique. La libération monétaire. Est-ce que la question du franc CFA fait l'objet de discussions, Sochi? Non, ça ne peut pas être l'objet, ça ne peut pas faire ça peut pas être l'objet d'une discussion, mais les solutions que la Russie veut amener au continent africain, ça peut être un facteur qui puisse permettre même à l'Afrique de l'Ouest de se libérer donc de ce... Oui, exactement. De Parce ce que fardeau. la question énergétique, il veut que le courant, l'énergie soit moins... Et il se donne la possibilité de construire des centrales nucléaires en Afrique pour pouvoir donner du courant à tout le monde. C'est un échange technologique de haut niveau qu'il veut amener. Il faut que l'Afrique se libère. Et la Russie est capable de le faire aujourd'hui parce que l'Afrique c'est un potentiel énorme. Vous le dites si bien, pourtant, Lamine Cissé, chose curieuse, aucun contrat majeur n'a été annoncé au cours de ces 2 jours de discussion. Mais le président Russie s'est félicité d'avoir posé les bases qui devraient permettre dans le futur à son pays d'intensifier ses échanges commerciaux avec le continent, comme le disait Lamine Cissé. Docteur Chakra-Antoine, est-ce là encore une autre ruse de Vladimir Poutine pour se faire désirer davantage? Parce qu'on a l'impression qu'il se joue le beau, là. Le beau, celui qui attire tout le monde. Et là, il n'est pas pressé d'annoncer ses intentions. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de Vladimir Poutine? D'abord, écoutez, c'est la première rencontre entre le président Poutine et ses homologues africains. Et c'est normal qu'au cours de cette première séance, que le président Poutine soit un peu méfiant, parce qu'il faut faire attention. C'est une méfiance. Ce n'est pas exclu, l'hypothèse. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que mon ami Lamine Cissé a dit tout à l'heure par rapport aux francs CFA. Vous savez, les Russes sont, je dirais, des gens un peu observateurs des enjeux globaux. Tout récemment, lors du sommet du G8 en France, le président Macron a invité, la veille de ce sommet, son homologue russe, Vladimir Poutine. Il y a eu donc des échanges. Et ce n'est pas exclu que le retour de la Russie au sein du G8 soit effectif à partir de la séance prochaine. Alors, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, lorsqu'il y a cette rencontre-là de Sochi, donc en Russie, entre les présidents
entre les présidents africains et le président russe, Poutine ne va quand même pas de facto étrêtre, je dirais, compromettre ses relations avec Macron. Parce qu'en touchant bien évidemment le CFA, vous voyez, il va un peu compromettre sa dynamique de coopération avec Macron. Donc il sera un peu méfiant et aller de façon technique et tactique. Il sait très bien que lorsqu'il y aura ce regroupement-là, bien évidemment, il y a des fondements qui permettront à long terme à l'Afrique de pouvoir se reconstituer, de pouvoir se relever, de pouvoir redéfinir les modalités de son retour, et sur le plan politique et sur le plan économique. Non, mais ce jeu russe qui consiste à pousser les pions sur, disons, sur un terrain d'échecs, dans un jeu d'échecs, n'est-ce pas dangereux pour les chefs d'État africains qui prennent des risques aujourd'hui déjà à montrer leur faiblesse dans cette bataille de volailles où chacun y va de la vigueur de son aile et de son bec? Est-ce que ça ne permet pas au président Vladimir Poutine déjà de voir les faiblesses des uns des autres et de frapper là où il veut frapper? Parce qu'il veut occuper aussi quand même l'Afrique. Tu es en train d'animaliser, c'est pas bec et volaille. Mais attention. Non, c'est une façon. Ce n'est que, tu es en train de faire de la comédie, ce n'est que du de la communication. Oui, ce n'est que Mais du ce que je symbole. voudrais faire comprendre est qu'il n'y a pas de jeu de méfiance de la part de la Russie. Hein. La Russie est en plein en Russie. La Russie, à partir de la Libye, quand la Libye a été démantelée, elle a dit niet aux États-Unis d'Amérique. La Russie, mais Vladimir Poutine, c'est un KGB. Je crois que si tu fais son parcours, tu vas savoir que c'est quelqu'un qui ne badine pas. Hein. Il n'y a pas de peur en Russie de dire que oui, il faut faire attention. Les enjeux, ce n'est pas de faire attention. Les enjeux, c'est celui qui est le plus fort gagne. Et les enjeux, c'est l'offre que chaque entité va donner. Ces différents sommets-là, France-Afrique, France-Inde, France-Chine, France-Amérique, vous pensez que Poutine n'est pas venu avec du concret? Il est venu avec du concret. Il a fait des propositions concrètes. Il veut libérer l'Afrique. Et libérer l'Afrique, c'est toucher la France? Alors, l'ami, c'est intéressant. L'ami est intéressant. Vous allez continuer. Et c'est très intéressant ce que vous dites. Mais on a l'impression qu'il met les États africains en compétition. Non, pour que les meilleurs s'élèvent. Non. C'est pas une question de compétition. C'est une question d'opportunité gagnant-gagnant. C'est ce qui se passe. Vladimir n'a jamais... Mais tu sais, quand tu prends de l'Afrique, il ne faut pas voir les hommes. Il faut voir l'énorme potentialité humaine, l'énorme potentialité minier, pétrolier, gazier, les richesses de l'Afrique, l'étendue du pays. C'est ça qu'il faut voir, mettre dans la balance. C'est un continent vierge qui a besoin de développement. Mais c'est un marché. Celui qui gagne ce marché-là, tu as tout gagné. Maintenant, comment gagner le marché? Est-ce qu'il faut gagner le marché sans les Africains? Ou bien il faut gagner le marché avec les Africains? C'est ça l'offre qui va être faite. C'est là où se trouve la compétition. C'est le monde occidental, le monde qui est en train de mener une compétition en Afrique. L'Afrique n'est pas en train de mener une compétition pour se faire voir. Non. C'est le monde qui va vers l'Afrique parce qu'il sait que aujourd'hui, quand même... L'Afrique est incontournable. Il faut remercier Dieu à un passé très vieux, mais un pays francophone, tu ne peux pas simplement aller collaborer avec un autre pays sans que la France donne son OK. Aujourd'hui, tu peux traiter avec les Arabes, mais le monde est globalisé. Alors, un chef d'État qui se met dans le jargon de la France, c'est que tu le veux. C'est toi qui le veux. C'est que c'est un signe de faiblesse. Mais aujourd'hui... La réalité actuelle ne vous contraigne plus. Non. Très bien. Lamine Sissé, Poutine, je veux dire plutôt le docteur Chakran Tran, Poutine est conscient que les échanges entre son pays et l'Afrique sont encore faibles. Et il a dit à Sochi. Et il envisage de les doubler d'ici à 5 ans. Et il parle même déjà d'un nouveau mécanisme de dialogue avec des rencontres annuelles et triannuelles. Et pourquoi il veut aller si vite, à cette vitesse de croisière? Que cachent concrètement ses intentions? C'est d'ailleurs pourquoi le sommet de Sochi a 2 volets essentiels. Il y a ce qu'on appelle le volet économique et le volet politique. C'est normal, après près de 3 décennies d'absence, qu'il y ait donc, je dirais, une sorte de faiblesse en termes de produits d'échange entre Moscou et les capitales africaines. Alors, ce retour, bien évidemment, de Poutine doit d'abord s'identifier dans la logique économique. Quelle serait la contribution de la Russie aux enjeux du développement économique en Afrique? C'est fondamental. Et c'est d'ailleurs autour de cet aspect-là que le président Poutine a circonscrit son premier discours, le premier jour. Et donc, ils ont défini des priorités en termes d'échange. Ils ont défini donc les secteurs
d'échange. Et il a martelé que les 5 prochaines années, il va essayer donc de respecter les engagements pris à Sochi pour permettre donc la croissance. Voilà. La croissance, non seulement des produits, mais aussi surtout la croissance interne des Africains en termes d'indépendance, d'autonomie, en termes, je dirais, donc de libération de la servitude qu'on avait connue, mais évidemment, par le passé avec la France et les États-Unis. Donc, l'Afrique, ici, donc la Russie vient ici comme, je dirais, je ne dis pas un sauveur, mais une sorte de... Rétablir l'ordre, c'est tout. Rétablir un peu l'ordre. Il a parlé aussi des Nations Unies, justement. Il a parlé des Nations Unies et dans sa déclaration Sochi, que beaucoup d'analystes politiques ont estimé que c'était vraiment du nouveau. C'était un langage totalement nouveau. Ça fait longtemps qu'on a entendu un chef d'État occidental ou des pays occidentaux parler en ces termes-là. Et certains disaient que ce n'était pas un hasard que Poutine évoque la question des rapports entre l'Afrique et les Nations Unies. La Russie veut copier la Chine pour nouer des alliances avec les pays africains au sein de l'organisation onusienne. Donc il veut, à partir du cœur des Nations Unies, disons, établir des relations. Et c'est une manière stratégique pour peser davantage sur les nominations, sur les décisions, sur les votes au sein des instances onusiennes. Les enjeux vont donc au-delà du seul intérêt des Africains. La Russie aussi vise gros dans cette nouvelle alliance, docteur Chakra-Antoine. Oui, je l'ai dit que nous sommes à l'ère de la globalisation. Il faut le rappeler. Et par rapport à la position de la Russie sur les questions onusiennes, je crois, Poutine l'a dit déjà lors de l'assassinat du guide libyen. Il faut dire que, attention, il est temps, il est grand temps que l'Afrique soit redéfinie, non seulement par enjeu géostratégique, mais par nécessité pour l'équilibre du monde. C'est fondamental. Ça veut dire quoi? Il se prend comme défenseur, déjà, bien évidemment, d'une cause africaine longtemps retardée par des enjeux stratégiques occidentaux. Donc, la Russie vient ici, bien évidemment, je le dis encore une fois, pour redonner à l'Afrique le rôle qui est le sien au sein de la gouvernance globale. Donc, nous sommes à l'aide de la globalisation, donc de la géopolitique, donc de la géoconcurrence et de la géoéconomie, et que par conséquent, aucun espace de monde ne sera alors écarté. Alors, aujourd'hui, on est déjà habitué avec le scénario français, britannique et américain. Donc, la Russie vient ici donner un nouveau souffle à cette nouvelle dynamique. Alors, à la volonté africaine de se libérer du jeu colonial définitivement et pas des enjeux économiques, politiques et idéologiques. Mais les pays africains, les dirigeants africains ont également posé leurs conditions à cet éventuel rapprochement avec Moscou. Les Africains exigent par exemple l'obtention que la Russie les soutienne l'Afrique à obtenir un poste de membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU. Tout à l'heure, j'ai dit, quand je prenais ma parole, c'est pourquoi quand je parle des questions géopolitiques et géostratégiques, je pèse mes mots. N'oubliez pas que lorsque Poutine devrait rattacher l'Afrique du Sud à la cause du BRICS, il a déjà dit en 2006 à 2007, pour dire que, attention, l'Afrique n'est pas un continent à regarder comme un espace abandonné où il y a un certain nombre de concurrence aveugle et atroce. L'Afrique, désormais, c'est un partenaire au développement avec qui il faut contribuer à la croissance mondiale. Il dit, l'Afrique du Sud sera partie intégrante du BRICS pour faire de l'Afrique du Sud, bien évidemment, la porte-parole crédible du BRICS vers l'Afrique. Une Afrique nouvelle, une Afrique renaissante, en pleine renaissance. Ça veut dire quoi? Que désormais, les deux sont déjà conscients qu'il faut à tout prix permettre à l'Afrique de pouvoir se décider, donc de son avenir en tenant compte de ses potentialités internes. C'est pourquoi ils ont déjà très tôt rattaché l'Afrique du Sud à la cause de BRICS. Et aujourd'hui, ça c'est purement question économique. Mais pourquoi je vous ai dit, bien évidemment, il ne faut pas ignorer cela, M. Fernand, que le sommet donc de la Russie a deux volets, le volet économique et le volet politique. Si éventuellement on est déjà parvenu à rattacher la plus puissante, en tout cas, je dirais, la puissance africaine qui est l'Afrique du Sud à la cause de BRICS, donc le second pas, bien évidemment, c'est pourquoi pas négocier à l'Afrique une place au sein de l'ONU, et la Russie est prête aujourd'hui à accompagner les pays africains à cette cause-là. Dans 10 minutes, mesdames, messieurs, vous aurez la possibilité donc d'intervenir dans ce débat et de poser vos questions et contribuer donc à cette actualité internationale. Les numéros à appeler, je vous les rappelle, c'est le 64 44 02 44 et le 66 75 72 72. En attendant, nous poursuivons le débat en studio. Lamine Cissé, c'est une avancée majeure de voir la Russie venir se positionner comme accompagnateur de l'Afrique pour obtenir un poste de membre permanent au Conseil de sécurité. Non, ce combat est traditionnel d'ailleurs pour la Russie. C'est les mêmes termes. La Russie est un Russie révolutionnaire. Et vous savez,
la Russie avait des problèmes internes, hein, il s'est recroquevillé sur lui-même pour régler les problèmes internes. Aujourd'hui, il est debout, carrément debout. Mais il sait que pour marquer, pas pour dominer le monde, pour créer une gouvernance équilibrée dans ce monde-là, il faut aller sur le terrain des puissances qui déséquilibrent l'économie. C'est-à-dire, leur terrain de privilège, c'est le pillage qu'ils font de l'Afrique. Il faut venir sur le terrain de l'Afrique pour les concurrencer là-dessus. Merci Il bien. faut aller sur le, Oui, vous voulez. il faut aller sur le Allez-y. terrain des Nations Unies, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui ont demandé à ce que la gouvernance mondiale, politique mondiale au sein des Nations Unies soit une gouvernance démocratique. C'est la dictature aux Nations Unies. L'Assemblée générale des Nations Unies peut se réunir et dire on décide de ça. Un seul pays vient poser son droit de veto. C'est ça la démocratie. Jacques Antoine, vous Oui, avez, écoutez, vous avez votre analyse sur la oui, je question. voudrais aussi renforcer bien évidemment la position de mon collègue Lamine Sissé. Vous savez, à la chute donc du mur de Berlin et de la chute de l'Union soviétique, Poutine a prononcé une phrase devenue célèbre. Je le cite. La chute de l'Union soviétique est une des pires catastrophes géopolitiques et géoéconomiques que le monde du XXe siècle ait connues. Ça veut tout dire. Ça résume déjà la stratégie nouvelle de la Russie sur la scène internationale. Elle a martelé à plusieurs reprises, plusieurs sommets. Il dit, nous sommes dans le monde multipolaire, que par conséquent, le concept de l'unilatéralisme n'est plus en vogue. Oui. Il faut mettre un terme, bien évidemment, à la dynamique ou à la dictature unicolore occidentale. Et il dit, je me porte désormais en garant, en défenseur du rayonnement des périphéries politiques Absolument. et économiques. Ça veut dire quoi? Que désormais prôner, pourquoi pas, une sorte de renaissance de nouveaux pôles qui permettront bien évidemment au monde entier de se repositionner dans une dynamique équilibrée. Absolument. Et c'est ça en réalité. Même Merci, les merci, enjeux Chakran. même de- Merci, docteur Chakran. Et nous allons continuer à observer ce dossier qui est un dossier extrêmement passionnant, un dossier vraiment qui nous amène à croire que l'espoir est permis, que l'Afrique peut changer de paradigme pour aller vers un nouvel ordre mondial, une nouvelle gouvernance, comme le dit Lamine Sissé, où l'Afrique retrouvera véritablement sa place à la même table que les grandes puissances de ce monde. Nous changeons de sujet, nous restons sur le continent et nous parlons actuellement des élections. Nous parlons à présent des élections d'alternance au pouvoir en Afrique de l'Ouest, avec pour inspiration l'édition 2019 du rapport annuel sur la géopolitique de l'Afrique. Ce rapport réalisé par le Policy Center for New South, PCNS, un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l'amélioration des politiques publiques aussi bien économiques que sociales et internationales au Maroc et en Afrique, a révélé que les élections africaines ont généré en 2018 moins de violence et de situations de crise qu'auparavant. Qu'il s'agisse du Mali, du Cameroun ou encore du Libéria, de la Sierra Leone ou du Botswana, les rivalités de campagne et les protestations post-électorales n'ont pas eu une intensité déstabilisatrice. Ça, c'est le rapport qui le dit. Les violences qui ont accompagné ces opérations en Zimbabwe et en République démocratique du Congo sont également restées dans des proportions maîtrisables selon le même rapport. Docteur Chakran Antoine, êtes-vous d'accord avec les conclusions de ce rapport? Du mal et de l'autre, si on fait un regard rétrospectif sur donc, les enjeux du continent africain, je crois qu'on peut épouser, du mal et de l'autre, même si on est un peu relatif sur le contenu, on peut pourquoi pas épouser déjà le point de vue de ce rapport. Lamine Sissé, votre avis sur cette conclusion du rapport PCNS? C'est son point de vue. Là où on torpille la démocratie et que le président est élu, ça ne veut pas dire que quand il y a la passivité, tout est tranquille. Non. Ça ne Le veut pas think dire- tank est resté relatif selon vous? Non, c'est pas relatif comment. Vous savez, la violence, elle n'est pas. Vous n'êtes pas d'accord avec la conclusion de ce Je dis, rapport? la violence, elle n'est pas que démocratique. Le silence, les gens sont violentés dans leur silence également. Vous Très bien. savez, Oh, ok, on va poursuivre parce que nous voulons parler de l'avenir. Et mais au-delà donc de ce bilan plus ou moins mitigé, comme le dit, le contexte des prochaines élections en Afrique reste caractérisé par la violence et l'instabilité résultante des réformes en cours dans beaucoup de pays et bien d'autres contingents sociopolitiques et économiques qui accablent les jeunes démocraties du continent. Par exemple, la crise du Sahel ne fait que s'aggraver en dépit des assurances apportées par des déclarations officielles et des communiqués des forces intervenant au Sahel. La conjoncture sécuritaire dans la région reste alarmante, docteur Chakran. Oh oui, écoutez, quand on parle du Sahel, écoutez, aujourd'hui, moi je suis un peu étonné. Et déjà avec la formation de G5 Sahel, je me suis dit, ben, c'est purement du théâtre, hein. C'est une opéra qui, sans doute... C'est une aventure sans lendemain. Oui, une opéra qui va accueillir donc, des artistes pour... Vous êtes trop sévère, docteur Chakran. Non, écoutez. Comment peut-on mobiliser autant d'argent et faire du théâtre avec...
La même preuve, le G5 Sahel est installé il y a au moins 5 ans. Et chaque jour, même encore hier, Le Mali s'enlise. et le Mali, et le Burkina, et le Niger, et le Tchad restent confrontés aux défis majeurs des questions sécuritaires. Ça veut dire quoi que jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc c'est pourquoi il faut définir bien évidemment la question du Sahel sur 2 enjeux. Il y a donc ce qu'on appelle les enjeux endogènes et les enjeux bien évidemment exogènes. Est-ce que bien évidemment, est-ce que les forces occidentales sont prêtes, les puissances occidentales sont prêtes à libérer cette région-là, permettre à cette région-là de renaître de nouveau, de permettre à cette région-là de pouvoir se reconstituer dans sa valeur traditionnelle, culturelle et culturelle? Je crois non. C'est là justement la question fondamentale. C'est une guerre par procuration menée par les puissances occidentales. C'est pourquoi je dis ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, c'est juste une opéra où les artistes viennent jouer. C'est dans ce contexte, par contre, que les Béninois se préparent à retourner aux urnes en 2020 ou en 2021 avec l'éventualité de la tenue d'élections générales, comme nous l'avons entendu des conclusions du récent dialogue organisé par le président Patrice Talon. Ça fait débat naturellement. Le Niger organise ses présidentielles entre décembre 2020 et février 2021. Le Mali organise ses prochaines élections législatives en mai 2020. La Côte d'Ivoire organise ses prochaines présidentielles en 2020. Le Burkina, avec la CENI et les acteurs politiques, travaillent déjà dans la perspective de l'organisation des élections présidentielles et législatives en 2020 et des municipales en 2021. Quelle analyse faites-vous des signes avant-coureurs de toutes ces élections qui s'annoncent dans un contexte flou? Oui, mais vous savez, je salue le panafricanisme de Chakran ce matin-là, hein, parce que je suis en phase avec lui totalement. Vous estimez que ce n'est pas... On s'est tiré dessus, mais il n'a pas l'habitude d'être panafricain. Il a marché sur ma langue. Pour une fois. Tout ce que je veux dire, c'est ce qu'il dit, quoi. Ah oui. Donc vraiment, la Russie, tu sais qu'il a étudié en Russie. Non, je sais, il est très à l'aise. Il est spécialiste de la Russie. La géopolitique aussi. Il est très motivé ce matin. Je suis très content pour ses analyses. Docteur Chakran Antoine. Bon, alors là, je tire le chapeau. Je vous remercie. Alors, mais ce que je voudrais dire, oui. Quand on commence, tu sais, le contexte béninois, le Bénin est en train de décevoir. Hein? Ça, il faut le dire clairement. D'autant plus que moi, conférence nationale, 30 ans après la démocratisation, le Bénin est indiqué comme modèle. Mais aujourd'hui... On n'est plus ce modèle. Non, mais parce que moi, ce que je voudrais voir, est-ce que les élections... Parce que nous sommes dans un processus de dialogue politique que j'encourage fortement. Même si c'est décrié par ailleurs, avec raison d'ailleurs. Mais ce que je souhaiterais, c'est de voir, mais quand même, les composants de la classe politique revenir au pays. Il y a le président Adjavon qui est dehors. Vous êtes peut-être pressé, peut-être que ça fait partie du plan du président Patrice Talon. Il faut alerter. Tu sais, le Bénin, c'est notre pays. Il faut alerter. On ne peut pas gouverner le pays seul. C'est avec les autres on gouverne. J'ai vu, ici là, j'ai vu la danse, l'effervescence pendant la campagne électorale ici au Bénin. La démocratie était en train de respirer, j'étais heureux. Je rendais compte. Mais aujourd'hui, la démocratie, elle est endeuillée. Ça veut dire que c'est la tristesse. C'est dommage. Alors moi, je compte sur le sens très élevé du président de la République. Parce que je pense qu'il est foncièrement patriote. Il aime bien le Bénin. Vos propositions pour pacifier le processus au Bénin en 2020-2021. Qu'il prenne le courage à deux mains. Parce que c'est ce qu'il aimerait lui aussi. Hein? Oui. Adjavon, c'est lui qui l'a amené au deuxième tour, qui l'a amené président de la République. Yaïbouni, c'est son ami. Et que tous les autres là, les opposants politiques qui sont à l'extérieur, etc., qu'il les fasse venir. Qu'il n'a qu'à jouer sur les possibilités qu'il a pour que cela vienne, qu'il s'assoie sur la table et mener la démocratie en avant. Ensuite, j'allais applaudir parce que ça va faire une tache d'huile en Afrique de l'Ouest. Alors ça, c'est le contexte béninois. Quand tu vois le contexte burkinabé, il l'a dit, hein, le G5 Sahel. Le G5 Sahel, effectivement, il faut régler les problèmes internes dans les pays. J'ai dit la meilleure façon de lutter contre le terrorisme, c'est de créer la stabilité sociopolitique interne d'abord. Le Burkina Faso, à l'intérieur, a une instabilité socio-culturelle. Tu ne peux pas enfermer les généraux, etc., et être le justicier alors que tu étais avec ceux-là, que tu veux enfermer, tu mangeais avec ceux-là. Mais c'est dramatique. Le Niger également, ils ont besoin d'un dialogue politique sérieux. Faire ramener les Ama Amadou, tous les gens qui sont à l'exil, tous les gens qu'ils ont mis, qu'ils essaient
vous savez, c'est ce qui est dramatique au Niger. Ils ont dit, la Constitution a dit, quand on condamne un leader 3 ans, 3 ans, il est éligible aux élections. Ils ont condamné Ama Amadou 1 an. Ils sont allés changer le code électoral pour dire que quand on condamne quelqu'un 1 an, il est éligible. Est-ce que ce code-là n'est pas dirigé? C'est des lois taillées sur mesure. Taillées sur mesure. Juste pour éliminer quelqu'un. C'est des coups d'État. Arrêtons des coups d'État institutionnels. Et ces coups d'État institutionnels, souvent c'est calme, les gens sont en haut en train de se sucrer, prendre des salaires faramineux. Le jour où ça éclate, personne ne s'attend. Lamine Cissé, on va vous écouter également. Alpha Condé en Guinée, lui, tu sais, lui, il a perdu la tête. Absolument. Bon, on va y revenir. Tous les pays situés sur l'axe Bénin, Niger, Burkina et Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest ont programmé des élections importantes. Je viens de les citer et pour les prochaines années. Quels sont les grands enjeux de ces élections? Allons-y par pays et commençons par le Bénin, comme Lamine Cissé vient de le faire. Je crois que déjà, c'est un pas positif que notre pays, notre président, Patrice Talon, ait décidé bien évidemment de ce dialogue national, c'est-à-dire, je dirais, encourageant. Et on n'est pas encore, je voudrais dire à mon ami Lamine Cissé que nous n'avons pas encore eu connaissance profonde des conclusions de ce dialogue-là. Donc, il n'est pas exclu que des propositions concrètes soient faites. Donc, attendons, laissons le temps au temps. Et ce qui est sûr, en son temps, nous pourrons donc encore analyser profondément le contenu de ces conclusions. On a eu des conclusions et des résolutions quand même déclinées. Écoutez, ça là-bas, moi je n'aime pas faire mes débats en tenant compte de ce que disent les autres, de ce que disent les autres. Je m'attends évidemment au document, et lorsque le document, je vais le lire moi-même, et à tête reposée, je ferai donc mes analyses. Pour ce qui concerne évidemment les autres pays, le Burkina Faso, je crois que c'est un pays qui est conscient de l'enjeu. C'est très bien que tant qu'il n'y a pas la paix interne, il n'y aura jamais une élection crédible et honnête. Et le président burkinabé est conscient, et il a dit lors du sommet de Ouagadougou, où ils ont reçu bien évidemment la présence des chefs d'État de la CEDEAO, et il a martelé, dit, tant que le Burkina n'est pas en sécurité, le Niger n'est pas en sécurité. Donc c'est une sorte de chaîne justement, et pour qu'il y ait stabilité, pour qu'il y ait élection paisible, il faut d'abord résoudre des questions sécuritaires. Pour la Côte d'Ivoire, je voulais revenir là-dessus, parce que le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, je crois qu'il sait les circonstances dans lesquelles il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il sait très bien les circonstances dans lesquelles il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous les rappelez brièvement? Écoutez, n'oubliez pas l'insécurité qui a prévalu au lendemain de l'élection de 2010. Les conséquences qui ont suivi. Je crois que le président Ouattara mesure aujourd'hui l'ampleur de la situation, et c'est très bien que c'est à lui de jouer la carte de l'apaisement et faire en sorte que les leaders à divers niveaux, dans une dynamique collective, inclusive, prennent part à cette, élection de la présidentielle. Et lui, en tant que président et garant de la Constitution, doit se retirer en tenant compte des exigences constitutionnelles. À ce seul prix, peut-être. Oui. Lamine Cissé, vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse de chacun? L'exigence constitutionnelle ne le bloque pas. Puisque Alassane Ouattara est venu avec une constitution à mandat illimité. Son premier mandat, c'est du passé. C'est la nouvelle constitution. Qui s'applique. Il a une nouvelle constitution, une nouvelle république. Absolument. Donc il faut faire des analyses juridiques par rapport à cette situation-là. Il a le droit, s'il ne se présente pas, c'est de sa propre volonté, mais la Constitution lui permet de le faire. Oui, oui. C'est la même chose. Mais le problème, au-delà des aspects juridiques qui l'autorisent à se présenter, je veux dire, des coups de franges, de la marge de manœuvre juridique dont il dispose, le contexte dans lequel s'organise cette élection. Je voudrais rappeler quelque chose. Est-ce que ce contexte est favorable à sa réélection? Voilà. Non, c'est-à-dire que le contexte oblige le président à partir ou ne pas partir. Ça dépend du contexte. Et dans le contexte actuel en Côte d'Ivoire? Alors moi je pense que Alassane Ouattara, il l'a dit lors de sa tournée nationale pour dire qu'il pense qu'il faut qu'il ait de nouvelles générations. Parce que depuis l'indépendance, c'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Est-ce qu'il partira, Lamine Cissé? C'est ça que j'aurais souhaité. Oui. J'aurais souhaité vraiment qu'il laisse les générations dans son parti, qu'il choisisse plus jeunes que lui. Il a des compétences. Que ceux-là vont à la compétition pour qu'on renouvelle. C'est ça que j'aurais souhaité.
Voilà, donc je ne sais pas maintenant. En tant que géopolitologue, quelles sont selon vous les conditions, disons, qui doivent être réunies et par tous les acteurs politiques, mais aussi par les instances régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA, et qui ont aussi des intérêts à ce que tout se passe bien le long de l'axe que nous avons cité, Bénin, Niger, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, pour que l'économie de la sous-région ne soit pas vandalisée en raison des crises post-électorales. Quelles sont les conditions sur lesquelles les acteurs doivent travailler, les institutions régionales aussi? Je crois qu'il vous souvienne, notre précédent débat, on a déjà relevé que les instances sous-régionales n'ont pas caractère contraignant, justement. N'ont pas caractère contraignant. Et c'est là le marrant. Je ne vous arrache pas la parole. Nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs parce que là, il est 13h50. Donc, je vais demander l'assistance de mon technicien René Tatou. Donc, l'antenne est ouverte. Les numéros à appeler, c'est le 64 44 02 44 et le 66 75 72 72. Posez vos questions, vos commentaires sont également attendus pour enrichir cette émission. Docteur Chakra-Antoine, vous avez la parole. Donc, je dirais que les instances sous-régionales n'ont pas ce caractère contraignant. Et la ministre l'a martelé notre précédent débat déjà. Et je l'ai dit, vous savez, quand on est en phase avec des réalités, je dirais, géopolitiques, il y a bien évidemment une sorte de main invisible qui parfois perturbe les incohérences internes. Les puissances occidentales ne sont pas encore prêtes justement à permettre aux dirigeants africains, aux pays africains, de pouvoir... Nous avons un auditeur en ligne, un monsieur qui est un auditeur en ligne. Bonsoir, je m'appelle Jean Poton. Bonjour Jean Poton, comment vous allez? Oui, ça va, je vous appelle de Porto-Nouveau. Oui, excellent. Dites-moi, dans tout le développement, j'ai été séduit de par vos arguments. Vous avez longtemps parlé du panafricanisme, etc., etc. Mais moi, je voudrais savoir, si nous voulons vraiment changer de paradigme en ayant une place à l'ONU, est-ce que d'abord, il ne faudrait pas que nous changions nous-mêmes à notre niveau, au sein de l'Afrique, notre manière la façon de gouverner les hommes? Quand M. Lamine Cissé est longtemps revenu sur les problèmes qui se posent dans chaque pays, le Bénin, le Niger, etc., etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous changions de mode de gouvernance? Merci bien, merci. Oui, allez-y. Chaque fois qu'on doit faire la chasse aux opposants, les envoyer à l'extérieur, alors que c'est ceux-là même qui nous ont aidés à aller à la conquête du pouvoir. Je voudrais vraiment que vous m'expliquiez un peu ce qui va se passer. Je vous en prie. Merci, monsieur Jean Poton, et merci d'avoir appelé. Nous prenons un autre auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Ok, nous revenons en studio. Voilà la question de Jean Poton. Oui, un autre auditeur en ligne, monsieur. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom et vous appelez d'où? Eric Dossou, depuis Porto-Nouveau. Dossou, l'autre nom? Eric Dossou. Eric Dossou, allez-y, vous avez la parole. Non, vous parlez, bon, je vous ai pris en vol, j'ai pris l'émission en vol. Et à moi, ce que j'ai pu comprendre de ce que vous avez dit, vous avez dit quelque chose, c'est que, bon, l'Afrique, les pays africains sont malades. Ils sont malades de leurs dirigeants et de leur peuple aussi, parce que c'est pas manque de discernement. Que lors des divers votes, le peuple confie les affaires publiques à des gens qui ne l'aiment pas. Qui ne l'aiment pas, qu'on se dise la vérité. Et j'en veux pour pouvoir tous les régimes qui se sont succédés depuis les indépendances en 1960. Vous voyez, donc moi, ce que je voudrais proposer maintenant, c'est qu'il faudrait de nouveaux hommes pour prendre la direction de nos divers pays. Et pour cela, il faudrait vraiment aller à la recherche de ces oiseaux rares. Merci bien, monsieur. Alors, j'ai pas fini. Allez-y. Ils existent toujours. Dans divers domaines. Il y en a qui ont servi à leur probité, les pays africains, et qui ne s'intéressent pas point à la politique. Et moi, il faudrait qu'on aille à la recherche de ceux-là et qu'on confie la gouverne de nos pays à ceux-là. Maintenant, je reviens sur l'analyse du docteur Chakra, qui dit que on n'a pas encore les conclusions
dialogue passé organisé au Bénin. Mais pourtant, le président du parti s'en a parlé. Et ils ont fait le compte rendu, et il a donné son point de vue et devant le bureau de l'Assemblée nationale. Veux-tu dire que bon, ceux-là encore, bon, ils ne croient pas encore à tout ce qui a été dit là. Très bien, merci bien, on vous a compris. Merci, nous revenons ici en studio. Je ne sais pas s'il y a un autre auditeur. Voilà, je crois que ça va être le tout dernier. C'est dommage, on ne prendra pas à cause du temps. Nous allons revenir en studio rapidement et répondre à ces questions. Nous commençons par Lamine Cissé. Lamine Cissé, voilà, M. Jean Poton, qui est séduit par, disons, votre analyse, mais il se demande... est-ce qu'il ne faut pas changer d'abord, disons, balayer d'abord la devanture de nos propres maisons, changer notre façon de gouverner en interne avant de penser à l'ONU et aux autres? Oui, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, la gouvernance interne est un facteur La mauvaise gouvernance, je dis, politique, est un facteur de division. Et ce que j'ai dit, les pays sont fragilisés parce qu'à l'intérieur du pays, les cadres, les compétences qui sont au haut niveau sont mus par leur propre intérêt, au lieu de gouverner pour le peuple. Et nous voyons aussi que le peuple ne participe pas. Cette démocratie, elle est élitique. C'est les élites qui s'approprient de la démocratie. Donc le peuple ne participe pas. Dans un processus de participation du peuple, il y a des tripatouillages qui font des blocages. Mais la démocratie également, elle est économique. C'est pourquoi la venue de l'Union soviétique des autres pays, dans notre pays, peuvent créer une autre dynamique de libération économique et politique. Mais il faut qu'à l'interne, les facteurs endogènes soient favorables. Voilà. Je crois que, Charles-Antoine, les deux questions se rejoignent plus ou moins parce que M. Dossou, Eric, est revenu également sur la manière dont nos peuples choisissent leurs dirigeants. Et il estime que les pays africains sont malades, plus ou moins. C'est sa déclaration, c'est sa parole. Mais ce qui est sûr, il y a un problème en interne. Au niveau des pays africains, nous courons pour aller à Sochi et aller négocier des marchés, des contrats. Mais que ferons-nous de ces contrats si notre gouvernance est malade en interne? Docteur Chaka. Je l'ai déjà dit, il y a des facteurs. Il y a les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Donc, pour répondre à nos auditeurs sur ceux qui ont posé la question, pour dire que ce n'est pas passé en revue, bien évidemment, les questions endogènes. Il dit que ces questions sont aussi fondamentales. On ne peut quand même pas vouloir gouverner, mieux gouverner, se positionner sur la scène internationale si à l'interne, bien évidemment, on n'est pas cohérent. Et je l'ai dit dans mon intervention. Donc c'est pour leur dire quoi. Et quand on parle de la cohérence interne, cela y va, et de la gouvernance des hommes, et de la gouvernance économique, tout se résume, c'est un débat, il y a des techniques pour nuancer les faits. Je crois que c'est parce que justement, il n'a pas compris le contenu peut-être, donc des mots techniques que j'ai peut-être avancés. Je n'ai pas exclu qu'il y ait une sorte d'harmonisation des principes humains internes qui donnerait bien évidemment un nouvel engouement à la cohésion et à la gouvernance. Donc, gouverner mieux, c'est quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait une sorte de synergie d'action à l'interne qui donnerait bien évidemment, je dirais, un coup de pouce consécutif sur la scène. Très rapidement, un mot sur les conclusions, les recommandations ou résolutions du dialogue organisé par le pouvoir de Patrice Talon au Bénin. Vous estimez n'avoir pas eu connaissance encore de ces conclusions-là, mais pourtant ça a circulé partout sur les réseaux sociaux. Le président de la République également est intervenu sur la question. Qu'en dites-vous, M. Dossou Eric estime que vous avez plus ou moins fait économie de vérité? Bon, c'est lui, c'est son point de vue, si j'ai fait économie de vérité. Mais ce que je sais, c'est que j'aimerais bien évidemment parler en tenant compte du concret. C'est vrai, le chef de l'État, je l'ai suivi, il s'est prononcé sur le dossier, mais je ne pense pas que du résumé du chef de l'État, on peut déjà faire une déduction objective du contenu. Parce que il y a eu des propositions qui sont faites, par exemple l'organisation des élections régionales, générales, j'allais dire, pour, disons, grouper et les communales et les législatives. Mais là, il faut faire il y a eu plusieurs propositions. On sait très bien que quand on organise une élection présidentielle ou bien législative ou communale, c'est des coûts pour l'État. Donc, si on parle bien évidemment donc, du contexte de regrouper... Nous allons terminer l'émission, malheureusement.
malheureusement, l'émission est terminée. C'est la fin de cette émission. Nous avons parlé du sommet Russie-Afrique qui a clôturé ses travaux le jeudi 24 octobre à Sochi en Russie. Nous avons analysé aussi les enjeux des prochaines élections le long de l'axe Bénin, Niger, Burkina, Côte d'Ivoire. Sur le plateau, il y avait Dr Chakran Antoine et Lamine Sissé qui nous a accompagnés. Vous pouvez réécouter l'émission sur podcast sur les différents canaux de diffusion de Soleil FM à l'adresse www.soleil.fm Bénin. Nous n'avons pas pu parler de web business. Nos derniers réglages sont en cours. Cette rubrique reviendra dans nos prochaines émissions. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont appelé et à samedi prochain.